L'autre jour, on m'a posé une question. Est-il possible d'être autonome en électricité en Bretagne? Alors, oui, c'est possible, mais à certaines conditions. La première condition, c'est que vous révisiez à la baisse toute votre consommation électrique pour faire en sorte qu'elle soit minimale. Alors, certains choisissent de vivre dans des yurts, d'autres dans des caravanes ou dans des vannes. Ceux-là, effectivement, n'ont aucun problème d'autonomie en énergie. Ils sont même largement excédentaires. Leur problème est plutôt la place que prennent les panneaux solaires et les éoliennes, parce qu'ils doivent souvent les transporter dans les caravanes ou dans leurs vannes, dans leurs camions, et les dispositifs de production d'énergie prennent trop de place pour eux. Mais dans une maison, en admettant que vous consommiez autant, c'est-à-dire, mettons par exemple 500 ou 1000 watts par jour, euh, il serait très facile de produire ces 500 ou ces 1000 watts. Maintenant, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans une maison classique, moi je consommais avant à Bordeaux plutôt 10 000 watts par jour. Et si vous voulez avoir 10 000 watts par jour avec des panneaux solaires, voire panneaux solaires plus éoliennes, ça devient très compliqué, surtout en Bretagne. C'est peut-être plus facile à Marseille, mais j'ai pas fait les calculs à Marseille, j'ai fait les calculs en Bretagne. Donc nous, concrètement, dans notre projet, ça nous a obligés à redéfinir notre maison sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est que la maison doit être bioclimatique. Bioclimatique pour éviter d'avoir à chauffer la maison. Il faut qu'elle soit passive le plus possible. Et faire en sorte que l'eau chaude sanitaire soit produite au maximum par le soleil. Comme ça, on n'a pas à produire de l'électricité pour l'eau chaude sanitaire. Car si vous n'avez plus besoin de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire va devenir la première dépense énergétique de votre maison. Donc, il faut aussi traiter ce point très important, comment je produis mon eau chaude. Et ensuite, il reste toutes les consommations d'appareils électriques classiques. Est-ce que je mets une bouilloire? Est-ce que je mets un four électrique? Est-ce que je mets une télé? Est-ce que je mets des smartphones, des ordinateurs? Et c'est là que la véritable question se pose. Elle se pose d'abord en termes de sobriété, car si vous voulez par exemple vous chauffer au chauffage électrique, c'est possible, mais ça vous demanderait tellement de panneaux et tellement de place sur votre terrain que vous allez trouver ça très vite aberrant. Et vous allez vous relier à l'électricité nucléaire, ce qui serait de toute façon beaucoup plus cohérent. Maintenant, si vous avez comme démarche de réduire vos besoins en électricité et de vous passer d'un maximum d'appareils électriques pour garder le minimum, eh bien la démarche devient cohérente à la fois d'un point de vue écologique et cohérente d'un point de vue énergétique. Alors là, quand je dis cohérent d'un point de vue écologique, il faut bien comprendre que oui, les panneaux solaires, ce n'est pas une solution écologique, car si chacun consomme une douzaine de panneaux solaires, produit produit avec une douzaine de panneaux solaires, eh bien la construction des panneaux solaires même n'est pas écologique. Là où ça devient écologique et là où ça devient intéressant, c'est quand vous n'êtes pas relié au réseau nucléaire, parce que ça vous force à vivre dans un certain cadre de restriction énergétique. Je m'explique. Autrefois, je vivais avec 10 000 watts de consommation énergétique par jour. Dans notre projet, nous avons calculé avec des thermiciens et des spécialistes solaires que nous pourrions vivre avec la moitié en enlevant le four électrique, la bouilloire, toutes les résistances électriques de la maison, en enlevant le four à micro-ondes, et ce genre d'objets qui finalement ne sont pas si inutiles. On gardera quand même pour ces 5000 watts la télévision, un ordinateur qui ne tournera pas en permanence, la possibilité de recharger deux smartphones, un radio réveil, et finalement on aura l'essentiel pour vivre décemment et confortablement, à condition qu'on arrive à s'adapter à ces nouvelles conditions énergétiques. Je veux faire une petite digression à l'aide des tableurs que j'ai remplis pour le thermicien. Dans un premier temps,
il m'a demandé d'étudier ma consommation électrique actuelle, puis dans un second temps, d'essayer de voir ce que je pourrais optimiser pour réduire ma consommation électrique et en fonction de cela choisir le nombre de panneaux solaires que j'aurai à mettre sur ma maison. Comme je vous l'ai dit, je consommais à peu près 10 000 watts par jour et ça se retrouve ici. Ça, c'est ma consommation à l'année, 3300 kWh, et là, je suis à 8300 watts par jour dans ma nouvelle maison. Et ça, c'était à condition que je garde un réfrigérateur, un congélateur qui consomme par exemple 154 kWh par an, un four à micro-ondes qui en consomme 24, une bouilloire qui consomme l'équivalent de deux congélateur, oui, je sais que c'est étonnant pour vous, mais ça consomme énormément une bouilloire. Si vous la retournez, vous allez voir que ça consomme quasiment 2000 watts. La cafetière, un gaufrier que j'utilise de temps en temps, deux smartphones, ma box internet, un lave-linge, un NAS, des batteries, un ballon tampon, une pompe pour les panneaux solaires, le tableau électrique, la VMC, je vous en passe des meilleurs, une télévision, ordinateur portable, le décodeur, deux radios réveil, un grand ordinateur avec deux écrans, imprimante laser, onduleur, tout ça toujours connecté. Connecté 362 jours sur 365 et en permanence. C'est comme ça que je vivais avant, de manière effectivement non écologique. J'avais déjà calculé que je pouvais réduire ma consommation juste en éteignant mon ordinateur et en faisant l'effort d'éteindre tous les jours mes systèmes informatiques. Le problème, c'est que je travaille je travaillais à l'époque quasiment entre 12 heures ou plus sur mes systèmes informatiques, donc les allumer et les éteindre euh, était réellement pénible parce qu'il me faut un certain temps pour lancer le tout. Et le dispositif pour s'éclairer. Donc vous remarquez qu'effectivement j'étais autour de 3000 kWh par an et donc 8000, 9000 watts par jour. Et voici la version optimisée du scénario où je suis à la moitié de ce que j'étais avant et je suis à 4200 watts par jour consommé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de produire l'équivalent de 5000 watts par jour en moyenne avec mes panneaux solaires, car je pense que ce scénario est réalisable. Nous allons voir maintenant les efforts que cela me demande. Eh bien, je n'ai plus de congélateur. Le réfrigérateur, il est fort probable que je ne l'utilise plus l'hiver. Je n'ai plus de four à micro-ondes, je n'ai plus de bouilloire, je n'ai plus de cafetière, je n'ai plus de gaufrier. Je conserve un lave-vaisselle et la possibilité d'utiliser deux smartphones. Je considère que tout ce qui est box internet et informatique sera utilisé beaucoup moins dans l'année, que j'utiliserai moins, donc je les laisserai allumer moins. Par exemple, l'ordinateur, comme on peut le voir, j'ai divisé par 4 la consommation ici, donc au lieu de les laisser 24 heures sur 24 allumés, eh bien je n'utilise plus que 8 heures par jour, puis je l'éteins, pareil pour mes écrans, l'imprimante et l'onduleur. Tout ça fait beaucoup d'économies et effectivement je pourrais aller encore loin. Je ne suis pas obligé d'avoir une télévision, des smartphones, une box internet, un ordinateur, mais je voulais conserver ce niveau de confort. Et avec toutes ces économies faites, j'arrive à diviser par deux ma consommation électrique projetée. Donc j'ai pris une petite marge de 4200 watts, j'ai prévu de produire 5000 watts par jour. Et maintenant je vais vous montrer dans un autre tableur à quel point c'est important cette réduction de quelques milliers de watts sur notamment mon parc de batterie. Voici le tableur que m'a fourni le thermicien. Il m'a donné une énorme base de données qui fait 8000 lignes. En fait, comme vous pouvez le voir, vous voyez, là on est dans le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et tous les jours, en fait, il y a une ligne par heure. Donc en fait, j'ai 8000 lignes comme ça. Et quand je déploie les lignes, j'ai 8000 lignes de données, 8769, une pour chaque heure de l'année.
et ceci pièce par pièce. Là, on est dans la salle à manger. C'était pour voir la thermique de mon bâtiment. Là, c'est dans la pièce de ma fille, la pièce des parents, le dressing, les WC, local technique, et ainsi de suite. Et puis, j'en ai profité pour faire une projection sur la production solaire photovoltaïque, car il m'a fourni aussi les données là-dessus. Et j'ai créé un petit calculateur qui permet du coup de voir les choses un peu plus clairement en termes de production photovoltaïque. Donc voilà, je vais me remettre dans des conditions normales avec une consommation de 10 000 watts, ce que j'avais avant. Voilà, et je vais vous dire comment ça fonctionne. Mettons que je décide de mettre 6 panneaux photovoltaïques de 340 watts chacun. Seulement 6 panneaux. Je ne mets pas d'éolienne. Je vais mémoriser mes choix d'avant. Je ne mets pas d'éolienne. J'ai une consommation de 10 000 watts et une batterie qui font 10 000 watts, équivalent de 10 000 watts. Et moi, ce que je veux savoir, c'est à quel point mes batteries vont vite se vider. En fait, là, dans ce tableau, à chaque fois que les batteries se vident, j'ai un 1 qui se met. Alors là, ça met un 1 quand c'est vide à moins de 70%. Enfin, à chaque fois qu'on atteint 70% qu'il reste moins de 70%, il y a un 1. Là, quand il reste moins de 50%, il y a un 1. Moins de 20%, ce qui est critique pour des batteries, il y a un 1. Et le lithium accepte des décharges jusqu'à moins 90%, donc des batteries chargées à maximum 10%. Donc là, on met aussi un 1. Donc vous comprenez bien que si ici, je me retrouve avec 78% de batteries vides, de batteries déchargées à plus de 90%, mon système ne tient pas. Il faudrait que je me retrouve, dans l'idéal ici, à 0. Donc on va jouer un petit peu avec ce calculateur pour que vous vous rendiez compte des choses. Alors là, je ne vais pas faire bouger ma consommation journalière. Je vais essayer de rester comme je consommais avant, à peu près 10 000 watts par jour. Et puis je vais adapter mon nombre de panneaux et juste la capacité de batterie, et on va voir comment ça évolue ici. Donc on va taper un petit peu fort, on va créer un système avec 48 panneaux. Alors on voit effectivement que ça fonctionne déjà beaucoup mieux, 48 panneaux, mais j'ai toujours 3% de batterie vide. Ça veut dire que dans l'année, je vais avoir, si ça c'est en heures, et c'est en heures, je vais avoir 332 heures où j'aurai plus d'électricité dans mes batteries. Donc ça fonctionne toujours pas. Donc je me dis dans ce cas-là qu'il faut que j'augmente mes capacités de batterie, et passer par exemple de 10 000 à 50 000. Et effectivement, ça devrait largement influencer les choses. Donc là, je me retrouve avec des batteries de 50 000 watts, 48 panneaux. Alors toute personne qui s'y connaît un petit peu dans les prix vous dira que ces systèmes-là coûtent la peau des yeux. Et le problème est que pour trouver la place pour mettre 48 panneaux, ça devient un vrai problème de construction de votre maison. Il va falloir que vous en mettiez au sol, il va falloir que vous créiez des systèmes en dehors de votre toiture pour les accrocher. Et pareil pour les batteries. 50 000 watts de batterie au lithium, ça veut concrètement dire que vous allez dépenser, je ne sais pas, à la louche, mais juste pour les batteries, 40 000 euros. Plus le prix des panneaux, plus le prix de l'installation, plus le prix des câbles. Il vous faut aussi tous les onduleurs qui vont avec. Il va falloir en mettre 2, 3, 4 en série pour pouvoir avoir autant de panneaux. Autant vous dire que cette solution-là, elle est difficilement viable pour un particulier. Au départ, moi j'étais sur une solution où j'avais 24 panneaux. Et au niveau de mes batteries, j'étais à 40 000 watts. J'avais 92 heures dans l'année à moins de 20%, et j'étais pas avec des batteries au lithium, j'étais avec des batteries au plomb qui coûtent moins cher. Déjà, cette solution-là me coûtait très cher en termes d'énergie. Donc on va prendre le cas qui était mon cas de départ, où j'avais conclu qu'il me fallait 40 000 watts et 24 panneaux, 40 000 watts de batterie et 24 panneaux solaires pour faire face à une consommation journalière
de 10 000 watts. Et un jour, je me suis dit, et qu'est-ce qui se passe si j'arrive à baisser ma consommation? Au départ, je me suis dit, je peux facilement passer de 10 000 à 7 000, ça me demandera un effort quasiment indolore. Donc je suis passé facilement de 7 000. Regardez ce qui se passe. Je me retrouve avec un système de batterie du coup qui devient surdimensionné parce que j'ai quasiment plus de rouge. Vous voyez, je suis à 0% là. Sur toute l'année, j'ai 0 heure en dessous de 20% et en dessous de 50%, j'ai juste 74 heures. Alors qu'avant, avec 10 000 watts, j'avais 387 heures en dessous de 50%. Donc là, j'avais un problème. Là, si je réduis ma consommation électrique, j'ai plus aucun problème avec ce système-là. Donc ça me permet de faire des économies certainement sur ma batterie et donc réduire mon impact écologique. Voyons ce qui se passe si je divise par deux mon parc de batterie. Bien, je retrouve en divisant par deux mon parc de batterie et en faisant simplement une économie de 30% un effort de 30% sur ma consommation journalière en watts, en passant de 10 000 à 7 000, je peux diviser mon parc de batterie par deux. Parce que je me retrouve dans le même cadre qu'avant, avec seulement 142, 1% du temps, les batteries vides. Ce qui est gérable. Il suffit que 142 heures, c'est même pas une semaine, il suffit que j'aille faire un tour chez mes parents, chez mes amis, que je prenne des vacances à ce moment-là, et mes batteries se rechargeront toutes seules parce qu'il n'y aura plus de consommation derrière. Donc c'est gérable. Et du coup, je me suis dit, avec ce même système, qu'est-ce qui se passe si je passe à 5000? Eh bien pareil. 5000, par contre, passer de 7000 à 5000, c'était une solution qui me faisait mal. Parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus avoir, comme une bouilloire, comme un gaufrier, des choses mais, qui nous apportaient un certain confort. Mais on a décidé de le faire quand même, pour notre démarche écologique cette fois-ci. Et là, on se rend compte qu'on n'a plus rien en rouge, quasiment plus rien. Et ça m'a permis de diviser encore par deux mon parc de batterie. Parce que je me retrouve encore dans une situation avec un parc de batterie, du coup que j'ai divisé par 4 depuis le début. En divisant seulement par 2 ma consommation, j'ai réussi à diviser par 4 mon parc de batterie. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je mets une éolienne, petite éolienne? Et là, bon, je vous rentre des chiffres, en gros je mets une éolienne Pigot qui fait 1000 watts, et qui va produire 1800 kWh par an. Voilà. Cette éolienne Pigot, elle lisse les trous quand il n'y a pas de soleil, elle produit, euh, en plus de l'énergie quand il y a du vent, quoi. Donc vous voyez, on passe là, on est à 4%, 4,3% en dessous de 50%, et avec l'éolienne, une éolienne modeste, on passe, on divise par deux le temps qui va être passé en dessous de 50%. Donc ça sauvegarde la qualité des batteries, parce qu'en fait, les jours où vous n'avez pas de soleil, bah, vous allez quand même produire un petit peu s'il y a du vent. Donc en fait, voilà un système qui va être équilibré, qui va être viable, validé par un thermicien, et puis validé par un autre organisme qui s'occupe d'installations solaires. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter l'aventure sans l'éolienne pendant un an ou deux pour voir si on peut encore réduire notre consommation électrique. Pourquoi? Parce que finalement, si on s'adapte bien, sans l'éolienne, là regardez, je réenlève l'éolienne, si par exemple on arrive à consommer que 3500 watts, on n'a plus aucun problème. Donc on ne va pas créer une éolienne pour avoir suffisamment d'énergie, alors que la meilleure démarche possible, c'est certainement de réduire encore nos besoins. Mais je ne voulais pas taper sur une installation solaire qui soit trop faible, parce que je vis avec un enfant, et je ne veux pas qu'elle ait à souffrir des mauvais calculs de son père. J'ai eu la chance aussi de trouver une base de données qui m'a fourni les mêmes informations heure par heure pour le soleil et le vent sur le site où nous allons construire sur les 16 dernières années.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une base de données du coup sur Excel qui fait plus de 100 000 lignes et qui va valider mon modèle. Donc là, par exemple, si je re-rentre la consommation de 5000 watts, il faut toujours un petit temps pour qu'il valide. J'enlève mon éolienne. J'ai un onduleur performant qui ne consomme que 20 Wh. J'ai une perte dans mes fils de 1,5%, perte par effet Joule. J'ai deux strings, donc en fait deux réseaux branchés sur mon onduleur en parallèle de 12 panneaux, avec ce panneau que l'on trouve sur ce site internet. Chaque panneau a des caractéristiques différentes, produit des intensités différentes pour des expositions solaires différentes. J'ai pris ce panneau pour faire mon étude. Et bien dans ce cas, avec un voltage de démarrage de mon onduleur de 120 volts, ce qu'il faut absolument prendre en compte parce que vous allez vous apercevoir que c'est aussi à cause de ça qu'en faible luminosité, vous ne produisez quasiment rien, parce que votre MPPT qui est dans votre onduleur ne démarre quasiment pas du tout. Et bien là, je me retrouve avec 14 jours sans électricité, avec 10 000 watts de batterie et 5 000 watts de consommation par jour, et 24 panneaux solaires. Voilà, deux strings de... Alors attendez, ça va plutôt être comme ça qu'il faut le faire. Deux strings de 24 panneaux. J'ai fait une erreur. Voilà, donc je me retrouve à un jour sans électricité. Donc moi j'ai envie de dire pour 30 heures sans électricité par an, sur les 16 dernières années, parce que ça c'est une moyenne, effectivement il y a eu une année où il y a eu ni vent ni soleil pendant 3 semaines. Et évidemment, tout le monde était dans le noir. Dans ce cas-là, on démarre un groupe électrogène une fois tous les 10 ans, et puis, ou j'ai envie de dire 5 heures dans l'année, et puis finalement le système global est beaucoup moins euh, polluant que si on mettait 5 éoliennes et 3 fois plus de panneaux solaires. Donc tenter cette aventure avec 5000 watts, c'est-à-dire deux fois moins d'énergie qu'avant et 10 000 watts de batterie, pour moi ça vaut le coup. Et si jamais on a besoin, eh bien on rentrera en plus une éolienne qui lissera les temps où il n'y aura pas de soleil, mais où il y aura du vent. Et on pourra aussi optimiser notre consommation, c'est-à-dire faire tourner par exemple certains appareils que quand il y a une surproduction solaire. Et par exemple, faire en sorte aussi de débrancher le frigo 3 mois dans l'hiver. Donc si ça je l'active, vous allez voir, on passe de 1,2 jours à 0,8. Donc il y a une petite amélioration. On gagne un tiers de performance, un tiers de moments en fait où on n'a pas d'électricité, donc on passe de 29 heures à 18 heures. Et quelque chose qui est très important, c'est la qualité de l'onduleur. Parce que vous avez des onduleurs qui consomment 20 Wh, vous avez aussi des onduleurs qui en consomment 80 et qui coûtent beaucoup moins cher. C'est les onduleurs chinois que vous pouvez commander sur Internet. Et là, vous allez voir l'impact, vous passez de 18 à 108. Donc la qualité de l'onduleur est vraiment importante. Le voltage de démarrage par rapport à votre système, donc il faut équilibrer votre système, et la qualité même de l'onduleur, son autoconsommation. C'est-à-dire que si lui vous bouffe tout pour lui, pour fonctionner pour lui, ben effectivement vous ne rechargez pas vos batteries en faible lumière. Et c'est là où on en a le plus besoin, parce que c'est en janvier que vous avez le plus de besoin de production solaire. Je vais vous montrer d'où je tire ces informations. Ça vient du site PVGIS, PVGIS, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà, PVGIS. Et ici, en fait, vous avez, c'est une base de données européenne, donc remplie par l'Europe, des radiations solaires. Donc vu que nous, on est en Bretagne, eh bien, on se met là par exemple en Bretagne. Nous, on va être à peu près là. Attendez, je vais voir si je peux pas. Lorient, Pontivy, nous on va être à peu près là. Au niveau solaire. Donc vous rentrez votre niveau solaire. Ma puissance crête installée, moi c'est 7200 watts, 300 par 24. Ma capacité des batteries, donc c'est 10 000 watts. Et ça vous donne
une autre capacité de lecture. Et c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir télécharger au format là, CSV toutes les informations sur ces dernières années, c'est là que je les ai eues. Consommation par jour, ben là, je mets mes 5000 watts. Et on va voir ensemble comment inclinaison, je suis à 60 degrés et mon azimut c'est 15 degrés. C'est-à-dire que j'ai légèrement décalé, ils ne sont pas tout à fait au sud, ma maison ne regarde pas le sud, elle est au sud plus 15%, histoire qu'elle soit mieux tournée, de manière plus agréable sur mon terrain. Mais ça n'a que peu d'importance sur la production solaire, c'est de l'ordre de 5%. Ce qui peut être important, hein, si vraiment vous voulez optimiser, 5% c'est important. Et c'est ça où je passais mon temps à voir un mur. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Et là, il va vous donner des graphiques. Vous voyez, la production énergétique, ça c'est ce que je produis dans l'année, c'est en bleu foncé. Et quand je parle de surproduction, c'est tout ce qui est en bleu clair. C'est quelque chose que je ne vais pas consommer. Et on remarque que c'est 3 fois à peu près la consommation que je vais consommer, que je vais réellement capturer dans mon système et consommer. Donc vous voyez qu'on n'en manque pas d'électricité. Et après là, vous avez un état sur la charge des batteries. Alors lui, il considère que je vais être 37% du temps entre 91 et 100% de mes batteries. On voit ici que je vais passer 1% de mon temps avec une décharge entre 28 et 37%, entre 19 et 28%, et là 3% d'après lui entre 10 et 19%. Alors si on veut aller un peu plus loin, on peut lui dire que la limite de décharge est de 0. Comme ça, il me fait, je mets 1%, il va me visualiser des informations un petit peu différemment. Donc voilà, là il considère, d'après ce modèle-là, mes batteries seraient déchargées à peu près à 3% du temps. Ça dépend comment on optimise les choses et comment on les produit. Donc ça vous donne un ordre de grandeur où vous savez que grosso modo vos systèmes fonctionnent. Parce que si maintenant je veux consommer le double, c'est-à-dire mes 10 000 watts de départ, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a un problème sur les batteries, c'est plus du tout le même profil avec 16% de temps de décharge batterie à plat, ça c'est invivable. Concrètement c'est invivable dans l'année, et puis vous apercevez que de toute façon, la plupart du temps, vos batteries sont en train de s'user parce qu'elles sont trop déchargées. Voilà, donc ça c'est un outil que vous pouvez aussi utiliser. Et je vous recommande de faire valider tout ça par un thermicien pour voir si votre système est équilibré. Ce serait dommage que vous investissiez dans un système qui ne va pas vous apporter satisfaction. Mais oui, il est possible d'être autonome en Bretagne, à condition d'y mettre la sobriété nécessaire. Donc la question, elle se pose plus en termes d'abord de sobriété et de quels efforts vous êtes prêt à faire. Et non pas de savoir si vous allez pouvoir remplir tout votre jardin de panneaux solaires et d'éoliennes pour vous chauffer encore à l'électricité solaire, qui même de ce point de vue serait complètement aberrant. Il vous faudrait vraiment des dizaines et des dizaines de panneaux, et même là ça serait aberrant parce qu'il faudrait en plus des batteries pour stocker tout ça, ça serait vraiment très très déconnant comme projet. Donc, première chose, sobriété. Deuxième chose à mettre en place, le bioclimatisme de la maison. Alors sur notre maison par exemple que vous voyez à l'écran, la maison elle a deux grandes baies vitrées dans le salon, et ces deux grandes baies vitrées elles sont orientées au sud. Ces baies vitrées elles sont surmontées par une casquette solaire, comme vous pouvez le voir ici, qui fait un certain angle avec le bas de la baie vitrée ici là. C'est un angle de 50 degrés, ce qui veut dire que tous les rayons qui seront au-dessus de 50 degrés ne taperont pas dans les vitres. Et donc, à partir d'un certain mois dans l'année, le soleil arrêtera de chauffer directement la pièce. Donc on ne sera pas en surchauffe grâce à cette casquette solaire. Par contre, tout le reste de l'hiver, le chauffage représenté pour la pièce qui est derrière, la pièce qui est là,
Si j'essaye de vous faire entrer dedans, voilà, la pièce qui est là, qui est une grande pièce de 50 mètres carrés, vous voyez, toute cette pièce-là est chauffée à la moitié, donc à 50% par ces deux baies vitrées et le soleil qui rentre dedans au niveau hivernal et entre les deux saisons. Donc il y a 50% de la production de chaleur de la maison qui est fournie juste par le soleil, parce que le soleil tape sur les vitres au bon moment dans l'année, et parce qu'on a bien orienté la maison. Donc ça, c'est une économie d'énergie qui est phénoménale, juste, juste en ayant bien choisi l'orientation de la maison. Revenons sur l'utilité de notre casquette solaire. Vous avez vu que nous avons deux baies vitrées importantes au sud. Ces baies vitrées chauffent pour la moitié notre pièce de 50 mètres carrés, notre pièce de vie qui est derrière. Donc la moitié du chauffage nécessaire est apportée par ces deux baies vitrées. Mais nous ne voulions pas que en été nous ayons une surchauffe à cause de ce vitrage très important, de cette surface de vitrage très importante. Nous avons donc construit une casquette solaire qui ne laisse pas passer les degrés au-delà de 50 degrés. Voici un schéma produit par Enertech qui va vous permettre de mieux appréhender la trajectoire du Soleil. Si nous prenons ici la date du 22 juin, voici la trajectoire du Soleil. Le Soleil va se lever autour de 5 heures, donc c'est des heures solaires, hein, sans compter les décalages horaires liés aux sociétés humaines, avancer l'heure et reculer l'heure. Donc le Soleil va se lever autour de 4 heures, et puis il va commencer à monter de plus en plus haut dans le ciel. Autour de 7 heures, il sera autour de 30 degrés, autour de 10 heures, il sera à 55 degrés, pour culminer autour de 65 degrés à midi. Puis il redescendra progressivement dans le ciel, et donc l'angle d'incidence du soleil sera de plus en plus faible jusqu'à aller se coucher autour de 20 heures. Donc ça, c'est la trajectoire autour du 22 juin, c'est-à-dire au niveau du moment où il y a le plus de soleil dans l'année. Et puis voici la trajectoire au niveau du 23 décembre. Vous remarquerez que le soleil se lève beaucoup plus tard, donc là on est en train de parler, il se lève autour de 8 heures. Il atteint son maximum autour de midi et il est autour de 18 degrés, pour se recoucher autour de 16 heures, et il aura fini sa trajectoire et il ne sera jamais passé au-delà de 20 degrés. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement avec ma casquette solaire? Ma casquette solaire laissera passer tous les rayons du soleil de cette période, parce qu'il n'y en a aucun qui est supérieur à 50 degrés. Ma casquette solaire va laisser passer le soleil du mois de décembre, entre le mois de janvier et le mois de novembre de la même manière, entre le mois de février et le mois d'octobre, ça suit cette courbe jusqu'à 30 degrés, tous les rayons passeront, et donc tous les rayons chaufferont ma maison. On arrive à 40 degrés entre le mois de mars et entre septembre et le mois de mars, et donc là, tous les rayons passent à nouveau entre la mi-saison et l'hiver. Et puis, on commence à franchir les fameux 50 degrés à partir entre la fin du mois d'août et la mi-avril. Donc là, les rayons sur cette période qui sont entre, j'ai envie de dire, 11h30 et 12h30, ne rentreront pas dans la pièce parce qu'ils dépassent 50 degrés. Donc vous comprenez mieux maintenant l'intérêt de ce diagramme solaire et pourquoi j'ai choisi 50 degrés. Tout simplement parce qu'à partir de 50 degrés, on se retrouve entre le mois de mai et le mois de juillet, donc en plein été. Et donc en plein été, je ne voulais pas que ma pièce soit surchauffée à cause de l'exposition solaire qui est au sud. Comme on peut le voir le 22, autour du 22 juin, tous ces rayons-là ne rentreront pas dans ma pièce à partir de 9 heures du matin jusqu'à 14 heures, 15 heures. Tous ces rayons ne chaufferont pas ma pièce parce que ma pièce n'a pas besoin d'être chauffée, il fait naturellement chaud à cette période. Et ça sera la même chose en juillet et en août. Et à partir du mois d'août, eh bien, on recommencera à chauffer complètement, quasiment complètement,
ma pièce, et ce pendant tout l'hiver et l'intersaison. Je vais maintenant vous montrer un diagramme qui va vous montrer l'efficacité calculée par le thermicien. Nous voilà face au diagramme calculé par le thermicien, qui est extrait du tableur que je vous ai montré tout à l'heure sur une simulation qui est faite heure par heure, 365 jours dans l'année pour ma pièce de vie. En rouge, vous avez la production solaire. Et en bleu, vous avez mon besoin de chauffage si jamais je voulais me chauffer à 19 degrés. J'ai même fait, je crois, la simulation à 19 degrés 5. Autant vous le dire tout de suite, aujourd'hui, on s'est adapté au climat breton et on ne se chauffe plus à 19 degrés 5. Chez nous, il fait régulièrement entre 14 degrés quand on arrive à la maison et 16 degrés quand on est réellement dedans, avec nos corps qui dégagent de la chaleur et le fait de faire un café ou le fait de faire à manger. Donc on ne se chauffe plus du tout à 19 degrés 5 et on se sent très bien à mettre un pull supplémentaire et à vivre autour de 15-16 degrés. Donc les calculs ont été faits pour 19 degrés 5 parce qu'à l'époque on pensait avoir ces besoins. Aujourd'hui on s'est adapté. Donc les besoins de chauffage, donc les barres bleues, seront de toute façon beaucoup moindres parce qu'on n'aura pas besoin de chauffer jusqu'à 19, à 16 on arrêtera de chauffer, donc on chauffera quasiment plus. Donc là on est le 1er janvier et là on est le 31 décembre, donc vous remarquez toute cette période là c'est la période de l'hiver et le début de l'intersaison, c'est pour ça qu'on a des besoins de chauffage, et au milieu du graphique là vous avez l'été. Donc besoin de chauffage pendant tout l'hiver et l'intersaison, c'est pour ça qu'on voit des barres bleues qui montent. Là on n'a plus de barres bleues parce qu'on n'a plus besoin de chauffer la maison. Donc sur 6 mois de l'année, la maison n'a pas besoin d'être chauffée du tout. Pour avoir 19 degrés 5, donc pour avoir 16 degrés évidemment, il y aura encore beaucoup moins de barres bleues. Et puis les barres rouges, ce sont les apports solaires. Qui sont faits sur mes deux grandes baies vitrées dans mon salon. Et vous remarquez que là, les apports sont très élevés, c'est des watts, donc 3000, 3500 watts, des fois presque 4000 watts pendant l'hiver. Et puis tout d'un coup, à partir du mois d'avril, les fameux 50 degrés du rayonnement solaire rentrent en action, et ma casquette solaire écrète les rayons de plus de 1200, 1500 watts. Ce qui veut dire qu'il y aura de moins en moins d'apports solaires, en tout cas un maximum d'apports solaires possible pendant toute la période estivale, et donc ça limitera mes surchauffes. Donc le fait que là, ça soit de grandes barres, et là des barres qui sont capées, comme on dit en mathématiques, à 1500 watts, prouve que la casquette solaire fait son effet. Et deuxièmement, nous avons ici une casquette solaire. C'est une casquette qui permet de supporter les panneaux solaires et de les orienter à 60-65 degrés. Ici c'est 60, mais l'optimum serait 65 degrés en Bretagne. 60 degrés pour faire en sorte que la production hivernale soit maximisée. Tout simplement parce que le soleil en hiver tourne autour de 25 degrés et forme un angle, les rayons donc forment un angle droit avec le positionnement des panneaux à 65 degrés sur la casquette solaire. En été, le soleil est beaucoup plus haut, comme je l'ai dit, il dépasse les 50 degrés, et donc la production n'est pas du tout optimisée pour l'été, mais de toute façon en été on aura de toute façon 2 fois trop de production et on en jettera une grande partie, ou alors on remplira différents types de véhicules électriques éventuellement avec, ou de l'outillage, des choses qu'on ne pourra pas faire en hiver. Donc la problématique de la consommation électrique autonome, elle se pose toujours en hiver.